Question numéro 1. Vérifier régulièrement les niveaux limites les risques de panne. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Limite les risques de casse moteur. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, si on vérifie régulièrement les niveaux, donc que ce soit le niveau d'huile, liquide de frein, etc. Donc, bien sûr, ça va limiter les risques de panne. Et si je vérifie pas, seulement que ce soit n'importe quel liquide, on risque forcément d'avoir des soucis de panne. Donc, forcément, si je vérifie régulièrement, ça limite ces risques de panne. Donc, oui, et ça limite forcément la panne qu'on peut avoir. C'est de risquer de casser le moteur aussi, s'il n'y a pas assez d'huile. On va user les pièces ou s'il n'y a pas assez de liquide de refroidissement, le moteur va trop chauffer et on risque bien sûr au final de le casser. Donc bonne réponse A et C. Question numéro 2. Un déséquilibre important des freins augmente la distance de freinage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Augmente le risque de perte de contrôle du véhicule au freinage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Donc forcément, quand on freine, il faut que les freins soient équilibrés, c'est-à-dire que ça freine, donc pareil de chaque côté. Donc forcément, s'il y a un déséquilibre, si par exemple la roue gauche freine plus que la roue droite, forcément le freinage ne va pas être optimal. Donc ça va augmenter la distance du freinage. Donc oui, est-ce que ça peut augmenter donc le risque de perte de contrôle de véhicule au freinage? Bien sûr, donc c'est par exemple même chose, c'est la roue gauche qui va freiner plus que la roue droite. Donc mon véhicule, lorsque je freine très fort, risque justement de déraper un petit peu sur la gauche. Donc je risque de perdre le contrôle du véhicule si je freine. Donc bonne réponse A et C. Question numéro 3. La situation la moins dangereuse est situation 1, réponse A. Situation 2, réponse B. Alors, quelle est la différence entre les deux images? Donc ici, nous sommes à une intersection. On a un cycliste qui arrive devant nous. Donc la règle de priorité est exactement la même. Il rencontre un signal stop. Alors la petite différence, il fallait bien la voir, c'est au niveau du conducteur. Là ici, il regarde dans notre direction. Et là, il regarde dans l'autre direction. Donc là, on nous demande la situation la moins dangereuse. Attention toujours bien lire les questions, bien les comprendre. Là, on ne demande pas la situation la plus dangereuse, c'est la moins dangereuse. Alors ici, il nous regarde. Est-ce que ce conducteur va s'engager? C'est peu probable puisqu'il nous a vus. Là, par contre, le conducteur regarde dans l'autre sens. Peut-être qu'il ne nous a pas vus. Donc, il peut se dire, surtout si c'est un vélo, car je peux m'engager, je vais avoir le temps. Mais s'il n'a pas tourné la tête dans notre côté, il ne pourra pas forcément nous apercevoir. Du coup, la situation la moins dangereuse, c'est la une. Jusqu'à là, le conducteur nous voit. Donc là, il y a moins de chances qu'il s'engage. Donc la moins dangereuse, c'était la situation 1. Bonne réponse A. Question numéro 4. Je cède le passage au bus. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
Donc ici, nous avons un bus. Qu'est-ce que souhaite ce bus? Elle souhaite s'insérer, comme on le sait, grâce à son clignotant. Donc, ce qu'il faut savoir, un bus, quand il quitte son arrêt, il est prioritaire. Donc, ce qui est le cas, donc, il a mis son clignotant. Donc, bien sûr, je vais céder le passage au bus. Bonne réponse A. Question numéro 5. L'utilisation du régulateur est adaptée à la situation 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. La situation 2. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, le régulateur de vitesse, qu'est-ce que c'est? Donc, je vous rappelle, donc, par exemple, on programme une allure. Par exemple, donc, sur une route normale, on pourra mettre 80. Et donc, une fois qu'on enclenche le régulateur de vitesse, la voiture va toute seule rouler à 80 km/h. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'accélérer, on touche à aucune pédale et le véhicule reste à l'allure programmée. Alors forcément, ça c'est bien qu'on sait qu'on va rester longtemps à la même allure, ce qui est le cas sur une autoroute. En plus, une autoroute fluide, c'est-à-dire où il n'y a personne. Donc là, dans la situation numéro 2, le régulateur serait adapté. Par contre, dans la situation numéro 1, qu'est-ce qui se passe? On a une petite ligne droite du virage, etc. Donc, est-ce qu'on va regarder la même allure, est-ce qu'on va garder la même allure durant cette route? Donc non, à chaque virage, on va ralentir. Après, on va accélérer un petit peu. On va ralentir, voilà. Donc forcément, l'utilisation du régulateur n'est pas trop adaptée dans la situation numéro 1. Donc, bonne réponse B et C. Question numéro 6. Je peux dépasser le premier véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser les deux véhicules. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, pour effectuer un dépassement, il y a toujours trois choses à vérifier. Déjà, dans un premier temps, est-ce qu'on a le droit de dépasser? Est-ce que c'est autorisé? Donc, pour ça, on a toujours deux indications. Donc, soit des panneaux qui peuvent nous interdire le dépassement ou le marquage au sol. Ici, donc, aucun panneau qui gère le dépassement. Par contre, on a un marquage au sol. Et sur ce marquage au sol, donc, on a bien les pointillés. Mais on a une flèche de rabattement. Qu'est-ce que veut dire cette flèche de rabattement? Forcément, il nous signale qu'il va falloir se rabattre. Et après des flèches de rabattement, on va trouver une ligne blanche continue. Donc, je vous rappelle la première flèche. Et ensuite, il y en a trois. Donc, une première, deuxième, une troisième. Et après, on a une ligne blanche. Donc, il faut se rabattre. On ne peut plus effectuer de dépassement. Donc, je n'ai pas le droit d'effectuer le dépassement du premier véhicule. De toute façon, la distance sécurité n'aurait pas été bonne entre les deux véhicules. Si je me place entre les deux, et surtout pas forcément les deux véhicules, en une seule fois, donc là, je dépasse personne, puisque je dois me rabattre. Bonne réponse B et D. Question numéro 7. Je peux m'engager dans cette rue à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est-ce que je peux m'engager dans cette rue à droite? Donc là, le souci avec la haie, on voit
pas trop bien, si je peux vraiment m'engager. Parce que ça a l'air d'être une rue étroite. Et si un véhicule qui arrive forcément, ça peut poser problème. Donc, que faire dans ce cas-là? Il faut s'avancer tout doucement, vraiment, ou ralentir jusqu'on aperçoit s'il y a du monde ou pas. Donc, c'est une première solution, mais dans ce cas-là, on peut voir sur notre gauche qu'on a un miroir. Ce miroir est fait pour voir ce qui se passe au loin dans la rue. Et on peut voir sur ce miroir qu'il n'y a aucun véhicule, aucun usager qui arrive de notre droite. Donc, voyons, grâce à ce miroir, bien sûr, je peux m'engager dans cette rue à droite. Donc, bonne réponse A. Question numéro 8. Choisir de circuler à vélo permet de moins subir les problèmes de circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'éviter les problèmes de stationnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors forcément, rouler à vélo, donc ça permet de moins subir les problèmes de circulation, les embouteillages, etc. Et les rues aussi, donc qui sont interdites. Par exemple, on peut tout d'un coup descendre du vélo. Je vous rappelle, à partir du moment qu'on descend du vélo et qu'on marche à côté, on est considéré comme un piéton. Donc même dans les aires piétonnes, on peut donc marcher à côté du vélo et après reprendre son vélo, c'est plus une aire piétonne. Donc forcément, on a moins de contraintes à vélo qu'en voiture. Surtout voilà lors des embouteillages. Est-ce que ça permet d'éviter aussi les problèmes de stationnement? Bien sûr, un vélo, on peut le mettre n'importe où, donc avec un cadenas pour pas le faire enlever. Mais forcément, on peut mieux stationner à vélo qu'en voiture, surtout dans les grandes centres-villes. Des fois, on peut tourner dans les rues avec une voiture et pas trouver de place. Avec un vélo, forcément, c'est très facile et généralement, c'est gratuit aussi pour stationner à vélo. Donc, il y a beaucoup moins de contraintes. Donc, oui, bonne réponse A et C. Question numéro 9. Dans une zone de rencontre, la vitesse est limitée à 20 km/h, réponse A. 30 km/h, réponse B. Les piétons ont la priorité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, dans une zone de rencontre, donc ça faut le savoir par cœur. La vitesse est limitée à 20 km/h. 30 km/h, c'est ce qu'on appelle les zones à 30. Une zone de rencontre, c'est limité à 20 km/h. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les piétons ont la priorité dans une zone de rencontre. Les piétons ont même le droit de marcher en plein milieu de la route. Donc forcément, quand il y a un trottoir, il faut mieux qu'ils utilisent quand même les trottoirs. Mais voilà, les piétons, ils sont prioritaires. Ils ont la priorité, bien sûr. Donc, bonne réponse A et C. Question numéro 10. Mon véhicule est équipé de feux de recul. La remorque que je tracte doit en être équipée aussi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si mon véhicule est équipé forcément des feux, que ce soit feu de recul, feu de stop, clignotant, etc. Bien sûr, la remorque doit en être équipée aussi. Alors, qu'est-ce que c'est les feux de recul? Je vous rappelle donc, c'est quand on passe la marche arrière,
on a des feux blancs qui s'allument derrière le véhicule pour signaler aux autres qu'on recule. Et pour aussi éclairer la nuit, l'endroit où on va reculer. Donc, ce dispositif doit aussi être si je tracte une remorque. Donc, sur cette remorque, bien sûr, c'est une obligation. C'est une obligation. Donc, bonne réponse A. Pour croiser ce piéton, je dois actionner mon clignotant gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Donc ici, nous nous trouvons hors agglomération. Donc quand on croise un piéton hors agglomération, il faut laisser un écart d'1,50 m avec le piéton. Même s'il n'est pas sur la chaussée, il ne faut pas passer forcément à ras de lui. Donc comme je vais être obligé de m'écarter, de faire un écart sur la gauche, même si je ne vais pas directement dans la voie opposée, voilà, même si je longe cette ligne, je dois avertir derrière moi que je fais un écart. On peut toujours avoir un deux roues qui nous dépasse. Et comment l'avertir? Forcément en mettant le clignotant à gauche. Donc oui, c'est une obligation. Réponse A. Dans cette montée, le croisement est possible. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois reculer. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors dans cette montée, est-ce que le croisement est possible? Donc vu la largeur de la route et le bas-côté, donc forcément le croisement n'est pas possible. On prend la largeur de ce véhicule avec le nôtre, à côté, et le croisement du coup n'est pas possible. Donc non, réponse B. Alors dans ce cas-là, à qui c'est de reculer? Alors toujours celui qui descend qui doit effectuer la marche arrière. Donc ça c'est une obligation. Donc qui c'est qui descend? C'est ce véhicule puisque moi je suis en montée. Donc c'est au véhicule descendant d'effectuer une marche arrière. S'il y a besoin, et là bien sûr il y a besoin parce que le croisement est impossible. Donc bonne réponse B et D. Ce n'est pas à moi de reculer. L'appui-tête de ce conducteur est bien réglé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors pour que l'appui-tête soit bien réglé, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la hauteur de l'appui-tête arrive à hauteur de la tête du conducteur. Ça c'est très important parce que ça protège en cas de choc arrière. Ça évite le queue du lapin. Donc pour qu'il soit bien réglé, la hauteur de l'appui-tête devra arriver là, c'est-à-dire à peu près à la même hauteur que la tête. Le haut de la tête du conducteur, donc ce qui n'est pas le cas sur cette photo. Donc bonne réponse B, c'est mal réglé. Je vérifie régulièrement le niveau de l'huile moteur, réponse A, du liquide de la batterie, réponse B, du liquide de frein, réponse C, du liquide de refroidissement, réponse D. Alors il faut vérifier. Donc alors je peux le faire vérifier le niveau d'huile. Donc oui, il faut le faire régulièrement. Donc pour éviter forcément une casse du moteur, il faut vérifier. Donc est-ce qu'il faut vérifier le niveau du liquide de batterie? Donc régulièrement ou non, ça se vérifie pas régulièrement.
Donc voilà, il n'y a pas de souci. Si la batterie fonctionne très bien, il n'y a pas besoin de vérifier. Par exemple, tous les mois, le niveau du liquide de la batterie. Parce qu'il faut démonter la batterie, etc. Seulement, forcément une grosse manipulation, liquide de frein. Donc bien sûr, il faut vérifier régulièrement le niveau du liquide de frein pour toujours avoir des freins opérationnels. Et bien sûr, on vérifie régulièrement le niveau du liquide de refroidissement pour éviter que le moteur chauffe. Donc là, c'était bien régulièrement, c'est-à-dire à peu près tous les mois. Donc oui, on vérifie le niveau d'huile, le niveau du liquide de frein et le niveau du liquide de refroidissement. Donc bonne réponse A, C et D. Après un dépistage positif de drogue, je risque une perte de 6 points avec une petite dose détectée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, il faut le savoir par cœur. Donc que ce soit alcool ou drogue, si on est prépositif, on a une perte de 6 points. Alors pour l'alcool, il y a donc une dose forcément. Donc je vous rappelle, donc pour les gens conducteurs, c'est à partir de 0,10 dans l'air qu'on est en infraction. 0,20 dans le sang au niveau de l'alcool. Et les conducteurs confirmés à partir donc de 0,25 dans l'air et 0,50 dans le sang. Donc au niveau de l'alcool, il y a des doses quand même à ne pas atteindre. Par contre, au niveau de la drogue, c'est soit positif, soit négatif, il n'y a pas de dose. Même si c'est une très forte dose détectée, très petite plutôt, voilà, il n'y a pas de niveau. Donc dès que c'est positif, on risque bien sûr une perte de 6 points. Donc c'est tolérance 0 au niveau de la drogue. Donc oui, je risque une perte de 6 points, même avec une petite dose. Donc bonne réponse A. Le conducteur de cette voiture peut conduire de nuit en toute sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ce véhicule, qu'est-ce qu'il a comme souci? C'est qu'il a qu'un seul feu de croisement qui fonctionne. Cette ampoule est grillée, donc de jour ça pose pas trop de problèmes. Mais par contre, forcément de nuit, ça peut être très dangereux. Pourquoi? Pour deux raisons. Première raison, donc pour les usagers qu'il va rencontrer, ils vont voir qu'un feu. Si on voit qu'un feu de nuit, on peut confondre ça avec un deux roues. Et le danger, c'est qu'on peut se dire, tiens, j'ai la place pour dépasser, puisque c'est un deux roues. Alors que c'est un gros véhicule, voilà, une voiture, forcément ce véhicule occupe plus de place. Donc d'une part, c'est dangereux par rapport à ceux qu'on croise. Et pour le conducteur, forcément, il va moins bien voir la route, puisqu'il n'y a qu'un feu qui va éclairer ce côté-là. Ça va forcément moins bien éclairer, il aura moins bonne visibilité. Donc c'est pour ça, c'est très conseillé que quand on a un feu qui ne fonctionne plus, il faut changer l'ampoule fonctionnement pour être en toute sécurité. Ce qui n'est pas le cas du coup de ce véhicule. Donc bonne réponse B. Dans cette rue, le stationnement est payant. Réponse A. À durée limitée entre 9h et 19h. Réponse B. À durée limitée entre 19h et 9h. Réponse C. Gratuit. Réponse D. Alors, que signifie ce panneau?
Donc le stationnement est interdit sauf si on utilise un disque de stationnement. Donc c'est un stationnement qui s'effectue à 10. Du coup, il n'est pas payant et il est gratuit. On stipule aussi que c'est durée limitée, donc avec les disques. Donc on a au droit au maximum à 1h30, entre 9h et 19h. Donc c'est limité entre 9h et 19h. Sinon, les autres horaires, ce n'est pas limité. Donc on vient de dire que c'est gratuit, d'accord? Et c'est à durée limitée entre 9h et 19h, ce qui est inscrit ici. Donc bonne réponse B et D. Pour tourner à gauche, je cède le passage en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage au véhicule de gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors là, je vais tourner sur la gauche. Est-ce que je vais céder le passage en face? Donc oui, c'est la règle générale. Quand on tourne à gauche, on doit céder le passage en face. Donc oui, c'est la règle générale. Par contre, est-ce qu'on cède le passage au véhicule de gauche? Donc là, on est sur une route prioritaire. Celui qui arrive de gauche n'est pas prioritaire. Sauf que dans ces cas-là, on a un véhicule de police qui est en intervention, puisqu'il a ses signaux lumineux. Donc bien sûr, dans ce cas-là, c'est un véhicule prioritaire. Et il souhaite forcément, on va bien son clignotant, il souhaite se diriger dans cette direction. Bien sûr, il va falloir céder le passage aussi à ce véhicule de police qui est en intervention. Donc là, je cède le passage à tout le monde. Bonne réponse A et C. Pour avertir de ce ralentissement, je peux faire des appels lumineux. Réponse A. Allumer les feux de détresse. Réponse B. Klaxonner. Réponse C. Faire des appels avec les feux stop. Réponse D. Alors là, j'arrive derrière un tracteur. Donc on circule à 28 km/h. Donc ce qui n'est pas très élevé vu la route hors agglomération. Donc pour signaler, donc il va falloir que je signale surtout à ceux qui pourraient arriver derrière moi de ce fort ralentissement. Comment je peux faire? Est-ce que je peux effectuer des appels lumineux? Je vous rappelle, les appels lumineux sont des appels de phare. Donc là, ce serait donc sur l'avant des véhicules. Est-ce que ça me servira à prévenir ceux qui sont derrière moi? Non, il n'a pas besoin de prévenir ceux qui arrivent en face. Il n'y a pas de danger par rapport si quelqu'un arrive en face. Donc, pas d'appel lumineux. Par contre, oui, allumer les feux de détresse, comme ça va faire comprendre à ceux qui peuvent arriver derrière qu'il y a un souci, généralement un fort ralentissement. Klaxonner, ça va pas changer grand-chose. Donc de toute façon, ceux qui sont derrière, qui arrivent au loin, ne vont pas entendre le klaxon. Faire des appels avec les feux stop, comment ça peut se faire? Ça passait en tapotant un petit peu la pédale de frein, sans vraiment appuyer dessus, mais juste toucher un tout petit peu et ça va allumer les feux stop à l'arrière. Ça va signaler donc qu'on freine et ça va clignoter. Donc je peux faire ça aussi comme ça, ceux qui arrivent de loin vont voir de mes feux clignoter. Mes feux clignoter. Mes feux stop clignoter, ils vont se dire, tiens, quelque chose qui se passe, ça va les alerter.
Donc, je peux allumer les feux de détresse et faire des appels avec les feux stop. Bonne réponse B et D. Je peux. Continuer tout droit. Réponse A. Tourner à droite. Réponse B. Faire demi-tour. Réponse C. Alors, dans cette situation, qu'est-ce que je peux faire? Donc, on se trouve dans cette voie. Donc, déjà, on aperçoit la flèche au sol qui nous stipule qu'on peut continuer tout droit. Donc, déjà, pas de souci. Est-ce que je peux tourner à droite? Donc, la voie pour tourner à droite, elle est ici. On a une voie de stockage où on voit bien cette flèche. Donc là, elle est trop tard pour tourner à droite puisqu'on a une grosse ligne blanche. Donc, je ne peux pas traverser pour aller dans la voie de droite. Il est trop tard, c'est interdit. Donc, faire demi-tour, donc déjà vu, donc forcément la configuration de l'intersection, elle est très peu probable ici d'effectuer demi-tour. De toute façon, on a ce panneau qui nous stipule que c'est interdit. Donc là, il n'y a qu'une seule solution. Je peux continuer tout droit. Bonne réponse A. La montée et descente des enfants doit s'effectuer uniquement côté rue. Réponse A. Uniquement côté trottoir. Réponse B. Des deux côtés. Réponse C. Donc la montée ou descente des enfants, donc forcément c'est côté trottoir. Côté de la rue où vont circuler forcément les véhicules, forcément c'est plus dangereux puisqu'il faut ouvrir généralement complètement la portière, surtout pour les petits enfants. Donc déjà on risque de gêner la circulation et comme les véhicules nous frôlent, si jamais ils divient un petit peu, ça peut être très dangereux. Donc ce sera toujours et uniquement côté trottoir. Donc jamais côté rue. C'est très très déconseillé. Donc bonne réponse B. Je peux rester dans cette voie si je roule à 80 km/h. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si je roule à 130 km/h. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors ici nous sommes sur une autoroute ou une voie rapide. Donc on a trois voies de circulation, une première, une deuxième et une troisième. Donc nous, on se trouve dans la voie du milieu. Alors la règle du code de la route, elle est très claire. Il faut toujours rouler le plus à droite possible. Alors bien sûr, on a le droit d'utiliser ces deux voies. Mais uniquement lorsqu'on effectue un dépassement, ça ne dépend pas de l'allure, ça dépend si on effectue un dépassement ou pas. Donc on regarde dans la voie à droite, donc aucun véhicule qu'on est susceptible de dépasser ici, ni aucun véhicule qui circule dans la voie de droite. Donc comme il n'y a aucun véhicule, je vais devoir me placer dans cette voie à droite, quelle que soit mon allure. Par contre, si j'aurais voulu dépasser ce véhicule, oui, là éventuellement je passerai dans la voie de gauche et ça serait possible. Mais là je dépasse pour l'instant personne. Je dois me remplacer dans la voie la plus à droite. Donc quelle que soit mon allure, c'est la même chose. Donc bonne réponse B et D. Je suis mal placé en restant dans cette voie. Avec ou sans correction,
l'acuité visuelle minimale d'un conducteur pour l'ensemble des deux yeux doit être de 5 dixièmes réponse A, 7 dixièmes réponse B, 9 dixièmes réponse C. Question numéro 23. Avec ou sans correction, l'acuité visuelle minimale d'un conducteur pour l'ensemble des deux yeux doit être de 5 dixièmes réponse A, 7 dixièmes réponse B, 9 dixièmes réponse C. Dans cette situation, le meilleur comportement est ralentir, réponse A, s'arrêter, réponse B, s'écarter dans la voie à gauche, réponse C. Alors attention à cette question-là. Donc il faut bien la lire déjà parce que on nous demande le meilleur comportement est. C'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir plusieurs réponses possibles? Non, on nous demande de choisir parce qu'on pourrait ralentir, etc. Et il nous demande le meilleur comportement. Donc il n'y a qu'une réponse possible. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on est susceptible de croiser un piéton. Et forcément, donc, il y a de la neige. Et la neige, c'est assez glissante. Donc, pour croiser un piéton, surtout plus quand le sol est glissant, il faut avoir de plus grandes distances de sécurité, encore que dans les conditions normales. Donc là, on est déjà quand même assez proche du piéton. Donc, est-ce que du coup, on continue en s'écartant? Le problème là, on arrive dans un virage. Si jamais je me mets complètement de l'autre côté, c'est-à-dire complètement dans la voie à gauche, sûrement on a un véhicule qui arrive en face. Ça peut être forcément très dangereux. Donc c'est ce que je fais juste se ralentir, mais je continue dans ma voie. Je vais passer de très proche du piéton, ce qui est quand même assez dangereux. Donc là, le meilleur comportement, c'est de s'arrêter. Je m'arrête ici, je laisse tranquillement passer le piéton. Et il faut qu'il y ait plus de piétons. Je peux continuer, mais là, c'est dangereux de se mettre bien à l'égard du piéton, vu que nous sommes dans un virage. Donc la meilleure solution, le meilleur comportement, c'est de s'arrêter. Bonne réponse B. Je dois céder le passage à ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux changer de voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ce véhicule donc souhaite s'insérer sur cette voie rapide autoroute. Alors, est-ce que je dois céder le passage de ce véhicule? Je dois, c'est-à-dire c'est une obligation. Donc la réponse est non, puisque ce véhicule rencontre un panneau céder le passage. C'est lui qui doit me céder le passage. Et c'est la règle générale quand un véhicule souhaite s'insérer. Sauf indication contraire, il doit céder le passage. Donc je dois céder le passage de ce véhicule? Non. Est-ce que je peux changer de voie? Donc déjà oui, par courtoisie éventuellement. J'ai le choix soit de ralentir pour le laisser passer, ou soit me mettre dans la voie de gauche. Il y a deux solutions. Alors on nous demande, est-ce que je peux changer de voie? Donc très bien, on peut faire ce comportement, mais avant, il faut vérifier si on peut le faire.
Ça, forcément, cette indication, c'est derrière, il va falloir vérifier qu'il n'y a aucun véhicule qui est en train de nous dépasser. Donc, dans les deux rétros, on n'aperçoit aucun véhicule à côté de nous. Donc, oui, on peut changer de voie pour faciliter l'insertion de ce véhicule. Donc, bonne réponse B et C. Le marquage jaune est temporaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'arrêt est interdit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ce marquage, est-ce qu'il est temporaire? Donc, il est jaune, mais tous les marquages jaunes ne sont pas temporaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, temporaire, ça veut dire pour une certaine durée, c'est pas là tout le long de l'année. Donc, les marquages blancs, eux, sont permanents. Ils sont là tout le long de l'année. Donc, la plupart, oui, des marquages jaunes sont temporaires. C'est pour des travaux, mais ce marquage jaune n'est pas du tout temporaire, puisqu'il va donc gérer l'arrêt et le stationnement. Donc non, il n'est pas temporaire. Ce marquage est là tout le long de l'année. Il n'est pas là pour des travaux. Donc non, réponse B. Alors que veut dire cette petite ligne de stationnement ou d'arrêt? Donc on a une ligne jaune discontinue. Quand la ligne est discontinue, l'arrêt est autorisé, mais pas le stationnement. Alors est-ce que l'arrêt est interdit? Du coup non. Donc je suis autorisé à m'arrêter, mais pas à stationner. Donc bonne réponse B et D. Circuler à 130 au lieu de 120 km/h augmente la distance parcourue pendant le temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Diminue la distance de freinage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors si je circule à 130 au lieu de 110, donc je circule plus vite. Donc comme je circule plus vite, donc forcément ma distance parcourue pendant le temps de réaction, je vous rappelle le temps de réaction, on met à peu près 1 seconde pour réagir. Donc forcément pendant cette seconde-là, on va parcourir plus de distance à 130 qu'à 120. Donc oui, la distance va augmenter. Oui, par contre, la distance de freinage, donc la distance de freinage intervient après le temps de réaction. Je vous rappelle la distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance de freinage. C'est égal à la distance d'arrêt. Donc la distance de freinage, à partir du moment qu'on va freiner et que le véhicule se stoppe complètement, s'arrête complètement. Donc si je circule plus vite, forcément la distance de freinage ne va pas diminuer. Au contraire, il va augmenter. Donc là, pareil, faites attention entre augmente et diminue. Voilà, là on joue sur les mots. Si je mets augmente à la place de diminue, forcément ça change le sens de la question. Donc augmente la distance parcourue pendant le temps de réaction. Oui, diminue la distance de freinage. Non, c'est le contraire, ça l'augmente. Donc bonne réponse A et D. J'arrive le premier sur les lieux d'un accident. Je dois en premier alerter le secours. Réponse A. Protéger les lieux. Réponse B. Secourir. Réponse C. Évaluer l'état des victimes. Réponse D.
Alors encore une fois, attention de bien lire la question. On nous demande « je dois en premier ». En premier, on fait quoi? On ne peut pas faire deux choses en même temps. Je ne peux pas, par exemple, secourir, évaluer l'état des victimes en même temps. Donc là, on nous demande en premier. On n'a qu'une réponse possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier? En premier, si on arrive à un accident, on protège les lieux. Il ne faut pas que le premier accident occasionne ce qu'on appelle un suraccident, c'est-à-dire un deuxième accident à cause du premier. Donc déjà, on protège les lieux en premier, on va faire ça. Forcément, après, on va évaluer l'état des victimes. Ensuite, on va appeler les secours. En dernier, on va secourir, mais là, la question, c'était, je dois en premier faire quoi? On protège les lieux. Donc, bonne réponse B. Je peux m'arrêter le long du trottoir pour déposer mon ami qui prend le bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc là, nous arrivons juste à côté d'un arrêt de bus. Donc on voit bien cet abri de bus et le marquage en zigzag. Jean qui stipule un arrêt d'autobus. Alors, est-ce que j'ai droit de m'arrêter juste ici, un très court instant, pour déposer un passager qui va prendre le bus? Donc non. Ça, c'est une règle sur les arrêts de bus, même si jamais on voit derrière dans le rétro qu'il n'y a personne, l'arrêt et le stationnement sont interdits. Il faut s'arrêter plus loin pour déposer le passager. Donc non, il n'y a pas le droit de s'arrêter ou de stationner juste ici. Donc bonne réponse B. On est dimanche. L'arrêt au feu est obligatoire, réponse A. Facultatif, réponse B. Alors, qu'on soit n'importe quel jour de la semaine, qu'on soit lundi, etc., il faut respecter la signalisation. Vous savez qu'on pourrait se dire, oui, le dimanche, forcément, les travaux, les ouvriers ne travaillent pas, mais voilà, s'il y a un feu, c'est qu'il y a une raison. Donc là, on a un feu pour le croisement, donc très étroit si on a un véhicule qui arrive en face. Donc bien sûr, même le dimanche, on va tenir compte de la signalisation, notamment de ce feu. Donc ce feu est à l'orange fixe au milieu. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Il va passer au rouge fixe. Elle gère la circulation alternée. Donc forcément, comme c'est en orange, l'arrêt est obligatoire. Ce n'est pas facultatif. En orange, il ne faut pas passer. Il faut s'arrêter à l'orange. Donc l'arrêt au feu est obligatoire. Réponse A. Une alcoolémie de 0,30 mg par litre d'air expiré correspond dans le sang à 0,15 g par litre, réponse A. 0,30 g par litre, réponse B. 0,60 g par litre, réponse C. Alors, pour faire la liaison entre un taux d'alcool dans l'air expiré et un taux d'alcool dans le sang, c'est assez simple. On va multiplier par 2. Donc 0,30 fois 2, ça obtient 0,60. Donc tout simplement, forcément, si on veut faire l'inverse, on va diviser par 2. Donc, petit rappel, je vous rappelle que pour un conducteur plus de 3 ans de permis, donc le taux à ne pas atteindre, c'est 0,25 dans l'air. Et 0,50 forcément dans le sang.
Donc là, même si même 0,30 mg par litre d'air expiré, on n'est pas en infraction. Donc 0,30 dans l'air, ça correspond à 0,60 dans le sang. On multiplie par 2. Donc bonne réponse C. Pour stationner dans cette rue, je dois utiliser un disque de stationnement. Réponse A. Utiliser un ticket d'horodateur. Réponse B. Ne pas dépasser 1h30 de stationnement. Réponse C. Alors dans cette rue, donc le stationnement, donc on voit les marquages, c'est des marquages blancs. Alors déjà des marquages blancs, on n'a pas stationné avec un disque de stationnement. Je vous rappelle les disques de stationnement à durée limitée, c'est des marquages bleus, même si on ne voit pas les panneaux qui ne précisent que c'est à durée limitée. On a un marquage spécifique. Là par contre, donc on a un marquage blanc. C'est marqué donc à côté des places que c'est payant. Donc forcément, il faut utiliser un ticket de rotateur. Donc il fallait un rotateur pour pouvoir payer et ça sera un ticket qu'il faut forcément ensuite mettre à la vue pour prouver qu'on a payé. Ensuite, suivant le tarif qu'on met, on a le droit à ce qu'on veut. Au niveau durée, on n'est pas limité à 1h30 de stationnement. Si je veux stationner 5 heures ici, il n'y a pas de souci. Il faudra que je paye pour 5 heures, mais voilà, il n'y a pas de limite de temps. Donc la bonne réponse, c'est je veux stationner dans cette rue, c'est d'utiliser un ticket d'horodateur. Réponse B. Mon véhicule signale une panne. Je m'arrête sur l'emplacement d'arrêt d'urgence. Réponse A. Je continue. Réponse B. Je rejoins une niche de sécurité. Réponse C. Je reste dans mon véhicule. Réponse D. Alors, si mon véhicule signale une panne, donc forcément, il vaut mieux s'arrêter. Surtout si c'est un danger très fort danger. Quand il faut s'arrêter, donc on va forcément s'arrêter sur un emplacement d'arrêt d'urgence. Donc, on en a un juste ici. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, il ne faut pas continuer, sinon. Par exemple, si le moteur surchauffe, on risque de prendre feu. Donc, il faut s'arrêter immédiatement. Donc, sur un emplacement d'arrêt d'urgence comme celui-ci, ensuite, une fois qu'on a arrêté, il ne faut pas rester dans le véhicule. C'est trop dangereux. S'il y a quelqu'un qui fait un écart, il peut heurter notre véhicule. Donc, on va sortir forcément avec le gilet. On va sortir du véhicule pour ensuite rejoindre une niche de sécurité. Qu'est-ce que c'est une niche de sécurité? C'est une petite pièce qui va nous servir à vous protéger de la circulation. Parce que vous voyez, les trottoirs ne sont pas bien épais. Généralement, dans un tunnel, ça circule pas à 50 km/h. Donc ça, c'est dangereux à pied de rester sur un trottoir dans un tunnel. Donc on va rejoindre une niche de sécurité. C'est une petite pièce qui va vous protéger de la circulation. Et dans cette pièce, donc, on peut avoir un poste d'appel d'urgence où on va pouvoir appeler un dépanneur pour nous dépanner. Mais au moins, on est en sécurité dans cette pièce. Justement, le temps d'attendre le dépanneur. Donc, bonne réponse, je m'arrête sur l'emplacement d'arrêt d'urgence et je rejoins une niche de sécurité. Donc, bonne réponse A et C. Avec un véhicule essence,
Pour avoir une éco-conduite, je change mes vitesses à 1500 tours par minute, réponse A. 2500 tours par minute, réponse B. 4500 tours par minute, réponse C. 5700 tours par minute, réponse D. Alors, sur un véhicule essence, à quel régime moteur il faut mieux passer les vitesses? Et on parle d'éco-conduite. Donc, c'est à peu près à 2500 tours par minute. 1500 tours, ce serait vraiment trop tôt. Le problème, la vitesse supérieure, on serait en ce-régime. Vous voyez, l'aiguille redescend. Après, puisque le moteur tourne moins vite, il faut pas non plus qu'il tourne trop bas pour pas être en ce-régime. Sinon, dans 4500 tours ou 5500 tours, voilà, ce serait trop haut. Ce serait sur régime de consommation. Donc là, on parle pour l'éco-conduite, mais des fois, dans des cas, on peut atteindre cette allure-là, moteur, notamment lors d'un dépassement ou d'une insertion sur autoroute pour avoir une forte accélération. Mais en conduite normale, en éco-conduite, voilà, un véhicule essence, on passe plus les vitesses vers les 2500 tours. Pour un véhicule diesel, on est plus sur les 2000 tours par minute. Donc, bonne réponse B. J'ai bu une bière de 50 centilitres à 100 degrés. Cela correspond à 5 centilitres d'un whisky à 40 degrés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mon alcoolémie atteint environ 0,25 g par litre de sang. Réponse C. 0,50 g par litre de sang. Réponse D. Alors, ce qui compte au niveau de l'alcool, si on prend une boisson d'alcool, c'est pas la quantité de la boisson, c'est surtout donc la quantité d'alcool pur qui se trouve dans cette boisson. Donc forcément, dans un whisky à 40 degrés, donc 5 centilitres d'un whisky, on va pas avoir la même quantité d'alcool que dans une bière avec 5 centilitres de bière. Forcément, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on va dans un bar et qu'on prend un verre d'alcool, on aura toujours 10 grammes purs d'alcool dans ce verre, que ce soit n'importe quel verre. Alors par contre, donc forcément, pour répondre à cette question, il faut savoir un petit peu les doses bar. Donc dans un bar, si on prend une bière ça fait 25 centilitres. Donc là, si je prends une bière de 150 centilitres, ça équivaut forcément à 2 bières. Et du coup, dans un whisky, normalement, c'est 2,5 centilitres la dose bar. Donc si je prends 5 centilitres, je suis à 2 verres d'alcool. Donc oui, une bière à 50 centilitres, il correspond à 5 centilitres d'un whisky. Alors forcément, il n'y a pas la même quantité bluffée, mais on a la même quantité d'alcool pur dans chaque verre. Donc oui, les deux sont pareils. Et du coup, je viens vous dire qu'on prend 2 verres, ces 2 doses correspondent à 2 verres d'alcool. Je vous rappelle qu'un verre d'alcool correspond environ à 0,20 à 0,25 dans le sang. Donc comme là, ces doses correspondent à 2 verres dans un bar, donc on atteint environ 0,50 grammes dans le sang. Donc bonne réponse A et D. Je risque une immobilisation du véhicule pour non-port de la ceinture de sécurité. Réponse A.
Excès de vitesse de plus de 50 km/h. Réponse B. Des pneus lisses. Réponse C. Alors, on a une immobilisation du véhicule, donc forcément qu'on fait une faute très grave. Et si jamais le véhicule n'est pas conforme à rouler, donc si je ne porte pas ma ceinture de sécurité, donc ce n'est pas une faute très très grave, on a juste des points au moins et une amende. Donc la sanction forcément n'est pas très très grave. Donc je n'ai pas une immobilisation des véhicules. Immobilisation, je vous rappelle, c'est que le véhicule ne bouge pas. Les gendarmes disent vous repartez pas. Donc ainsi je suis pris sans ceinture, les gendarmes nous arrêtent, nous délivrent une amende avec un retrait de points. Et on peut repartir forcément, condition de remettre sa ceinture. Par contre, donc si je fais un excès de vitesse de plus de 50 km/h, forcément au-dessus de la limitation de vitesse, donc là, on est forcément dans une très grosse faute. Donc oui, on risque une immobilisation du véhicule pour un excès de vitesse de plus de 50 km/h. Et si les pneus sont lisses, donc les pneus sont lisses, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de rainures et forcément c'est très dangereux. Le véhicule n'a pas une bonne adhérence et comme le véhicule est dangereux à rouler, il est immobilisé et n'a plus le droit de rouler jusqu'à qu'on change forcément les pneus, qu'on les mette en conformité. Donc bonne réponse, on risque une immobilisation pour B et C. Je viens d'avoir mon permis. Pour dépasser sur cette route, je pourrais circuler au maximum à 80 km/h. Réponse A. 100 km/h. Réponse B. 110 km/h. Réponse C. Alors ici, donc nous sommes sur une route qui est limitée à 110. Donc c'est forcément deux voies séparées par un terre-plein central. Donc si c'est limité à 110, donc forcément déjà cette limitation elle est appliquée aux conducteurs confirmés. Donc si moi je suis jeune permis, ce qui est le cas dans la question, je viens d'avoir mon permis, donc au lieu de 110 km/h, c'est rabaissé à 100 km/h au niveau de la limitation de vitesse. 80 km/h, c'est sur les routes normales, entre guillemets. Donc à double sens de circulation, donc jeune permis, au lieu de 110, c'est 100 km/h. Donc je pourrais circuler au maximum à 100 km/h. Réponse B. Je klaxonne. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors ici, nous arrivons face à un piéton qui est en train de traverser. Alors, est-ce que je klaxonne? Donc, je vous rappelle que le klaxon est interdit en ville, ce qui est le cas. Nous sommes en agglomération, sauf en cas de danger immédiat. Qu'est-ce que c'est un danger immédiat? C'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter le danger autrement avec le klaxon. Donc là, est-ce que je peux éviter le danger? Donc bien sûr, en réduisant mon allure. Donc là, il n'y a pas besoin de klaxonner pour qu'il traverse plus vite. Il faut être forcément courtois. On ralentit une fois que le piéton finit de traverser. On peut reprendre notre allure. Donc je klaxonne non. C'est interdit en ville. C'est interdit en ville. Par contre, forcément, je ralentis pour lui laisser le temps tranquillement de finir de traverser la rue. Donc bonne réponse B et C.
Je suis bien placé pour tourner à droite. Réponse A. Aller tout droit. Réponse B. Tourner à gauche. Réponse C. Faire demi-tour. Réponse D. Alors là, nous arrivons à un carrefour à sens giratoire et nous avons une entrée de ce carrefour à sens giratoire avec une double voie. Alors, comment se positionner par rapport à ce rond-point? Donc, c'est assez simple. La règle d'un rond-point, c'est on nous coupe en deux et l'arrêt par rapport au placement. Et si je me place à gauche, je me place à l'intérieur du rond-point. Je fais plus de la moitié du rond-point. Donc, toutes les sorties qui sont situées à droite, y compris celles qui se trouvent en face, on va rester à droite du rond-point. On va rester à l'extérieur, sinon tous les autres. Donc, ça soit toutes les sorties à gauche, y compris celles où on fait demi-tour, on se positionne à gauche dans le rond-point à l'intérieur. Donc là, je me présente dans la voie située à droite. Donc forcément, je suis bien placé pour tourner à droite et aller tout droit. Donc bonne réponse A et B. Je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Alors ici, nous arrivons à une zone de travaux. Ils sont en train de travailler sur la chaussée. Donc forcément, c'est un véhicule qui arrive en face. Le croisement va être un petit peu difficile. Et justement, par rapport à ce croisement, on a un panneau qui va gérer ce croisement. Alors, que veut dire ce panneau? Il veut dire que si jamais on a un véhicule qui arrive en face de nous, dans notre sens, nous ne sommes pas prioritaires. Alors, est-ce que je m'arrête? Donc, forcément, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il y a un véhicule qui arrive en face? Si la réponse est oui, forcément, on vient de le voir, on n'est pas prioritaire, on s'arrête. Mais là, on voit aucun véhicule arriver en face. Donc, pour l'instant, je passe, mais je reste prudent par rapport forcément aux chantiers, aux ouvriers. Mais je sais, si tout d'un coup, on a un véhicule qui surgit, auquel cas il faudrait que je serre au maximum à droite pour le laisser passer, puisque je ne suis pas prioritaire. Mais pour l'instant, comme il n'y a personne, je passe. Donc, bonne réponse A.